Bonsoir à tous, merci d'être là pour accueillir avec moi Sylvain Tesson. Bonsoir Sylvain Tesson. Merci d'être à la Procure, il y a beaucoup de monde. Donc on va discuter un petit peu avec Sylvain Tesson de son dernier livre qui vient de paraître aux Équateurs, Une très légère oscillation. C'est un journal qui court entre 2014 et 2017. Et puis, moi je vais vous poser quelques questions, cher Sylvain Tesson, mais je crois que surtout, je vais vous laisser la parole, parce que vous ne le voyez pas tous les jours, moi non plus d'ailleurs, enfin bon. Et vous avez certainement plein de questions à lui poser, et puis ensuite il y aura la petite séance de dédicace, passage obligé, mais tellement heureux, voilà, auquel vous allez pouvoir voilà, participer et faire signer Sylvain Tesson une quantité astronomique d'ouvrages. Alors Sylvain Tesson, trois années de journal. Ces textes ont été publiés dans diverses publications, divers journaux, Le Point notamment, mais d'autres aussi, et vous les avez d'ailleurs revus pour donner peut-être une cohérence, je ne sais pas comment vous avez agencé tout ça, et créer ce livre qui est ce journal, qui est à la fois un journal intime et aussi un journal qui parle de ce que vous voyez dans le monde, de ce que... Voilà, il y a les battements de votre cœur et puis il y a les battements du cœur du monde, et vous faites l'aller-retour entre les deux. C'est une expérience particulière, l'écriture d'un journal pour un écrivain comme vous, Sylvain Tesson. D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir convié ici. Je disais que vous ne me voyiez pas souvent, mais il m'arrive de passer ici. Oui, moi j'ai pas cette chance. Voilà, mais c'est la première fois que je m'assieds. En général, quand je viens à la Procure, je reste debout devant les tables pour regarder ceux qui s'y disposent. Alors, l'expérience pour un auteur du journal intime, oui, pour moi, c'est une expérience qui est très importante. Ça n'est d'ailleurs pas une expérience, c'est même une sorte de discipline. Au départ, je tenais mon journal car c'était une sorte de contrainte que je m'étais imposée parce que je m'étais aperçu que ma mémoire était plutôt une entreprise à désagréger les souvenirs plutôt qu'à les conserver, et je voulais la doter d'un supplétif. Et le journal me permettait de ne pas trop faire confiance à ma mémoire qui ne se souvient de rien. C'est d'ailleurs en général, ça peut être la raison pour laquelle on tient un journal. Et puis cette discipline est devenue un plaisir, et puis finalement c'est devenu un besoin. Aujourd'hui j'ai besoin absolument de raconter ce que j'ai fait dans ma journée. Comme si j'avais l'impression que les faits et les événements et les idées et les êtres que je croisais et les quelques paysages que je voyais seraient dotés d'une deuxième vie, d'une sorte d'incarnation si je les formulais. C'est une très vieille idée qui est banale et qui vise à dire que la vie peut se revivre lorsqu'elle est écrite, comme s'il y avait non pas une incarnation, le mot est mauvais, mais comme si la formulation des choses que l'on vit adoubait, pour utiliser un terme, bénissait, pour utiliser un terme, je ne sais pas pourquoi, mais qui m'est inspiré par ces lieux. Non mais adoubait, c'est pas mal non plus. Oui, adoubait d'une sorte de seconde épaisseur, de seconde peau, les choses qui étaient vécues. Enfin, c'est une idée assez banale, mais c'est aussi à cela que sert le journal. Et puis, quand on est rendu à cette discipline, on se rend compte que le fait de savoir que le soir, ce rendez-vous s'instaure avec la page blanche, ça oblige, d'une certaine manière, à vivre un peu mieux les choses, en tout cas à les vivre de manière plus intense, en tout cas plus concentrée. C'est je voudrais maintenir mon âme en haleine de Montaigne. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas Montaigne. Alors quand on n'est pas Montaigne, eh bien, on s'oblige à tenir son âme en haleine en sachant que le soir on aura un rendez-vous avec la page blanche et que du coup il faudra tout de même alimenter le récit qu'on fera de sa journée en essayant de raconter ce qu'on a vécu. Et donc pour raconter ce qu'on a vécu, il faut s'en souvenir, et pour s'en souvenir il faut le vivre avec davantage d'intention. C'est surtout ça, à quoi oblige, à quoi conduit le journal intime. C'est à s'empêcher à l'indifférence, à ne pas vivre tout comme ça de manière désinvolte ce que l'on vit. Je crois que c'est ça l'expérience du journal intime. Et j'ajoute, et puis ce sera une conclusion, parce que justement voilà,
j'ajoute que j'aime ça, quoi, parce que c'est peut-être aussi ça, le journal intime. Oui, c'est ça d'ailleurs, le journal intime, c'est d'écrire. C'est une phrase de Pierre Louis, mais qui est magnifique et qui pourrait moi être l'exergue que j'inscrirai en tête de tous les journaux intimes. J'écris pour savoir ce que je pense. Je crois que c'est très important. L'exercice de la conversation, enfin en l'occurrence c'est un monologue pour l'instant, pardon, mais l'exercice de la parole, l'exercice du journal intime, c'est la même chose. On écrit sans très bien forcément savoir vers quoi l'on va, mais parce que dans un esprit confus, la formulation permet une structuration. Et ça, c'est très important. Alors moi, c'est aussi l'autre objectif qui me pousse à tenir mon journal intime, c'est pour ordonner les choses et pour savoir exactement ce que je pense. Et donc, j'arrive à cette conclusion que je vous promets. Le journal que je tiens, ce journal intime, est davantage en réalité un journal extime, comme le disait Montaigne, c'est lui qui a inventé cette très belle expression, le journal de ma vie extérieure. Et ça, c'est un clin d'œil que Paresse faisait à cette maladie du siècle qui était de psychologiser sa vie. Lui tenait sur le journal de sa vie extérieure, et mon journal à moi est davantage un journal de ma vie extérieure. Je raconte plutôt ce que je vois, ce que je vis, les êtres que je rencontre, les situations dont je suis le témoin, plutôt que mon petit cirque intérieur qui, franchement, n'a pas énormément d'intérêt. D'ailleurs, sans verser dans aucune misanthropie, j'ai l'impression que ce qui est une espèce de petit marigot qui est en moi, avec des petits crocodiles, finalement ressemble à celui de la plupart de mes semblables, et je préfère donc aller vers une photographie de ce qui m'est donné de voir, plutôt que vers une exploration de ce qui m'est donné de ressentir. Voilà la différence entre l'intime et l'extime. Moi je penche davantage vers le journal tel que le tenait Schnitzler, par exemple, à la fin de sa vie, au moment où il était en train d'écrire Mademoiselle Else, ou par d'Aurevilly. Je parle techniquement, hein, bien entendu, j'ai loin de moi l'idée de me comparer à ces grands maîtres, mais je penche davantage vers leur méthode de journal, consistant à tenir le greffe de ce qu'ils vivent, plutôt que vers un journal des tréfonds psychologiques, comme je viens de vous le dire. Voilà les réponses à cette question du journal. Merci. Alors, néanmoins, il y a quand même un aspect très personnel dans ce journal, qui est votre accident, qui arrive à peu près au début de la période, et qui est quand même... Alors, ça bascule d'ailleurs assez vite vers l'externe, parce que quand vous allez vous retrouver à l'hôpital, vous avez ce regard sur les personnes qui sont autour de vous, sur les infirmières, sur les aides-soignantes, sur le monde de l'hôpital qui vous entoure. Donc, on voit bien que ce n'est pas uniquement centré sur vous, mais il y a quand même cet événement, qui est un événement qui est assez fondamental dans votre existence. Vous qui aimez escalader, un jour, c'est la chute. Oui, enfin, cet événement serait fondamental. Alors, cet événement, en l'occurrence, je le précise, est une chute, un accident, quoi. Un accident que j'ai subi à la fin de l'été 2014 en tombant. Je le raconte assez sobrement, d'ailleurs, j'y consacre quelques pages, et j'y consacre seulement quelques pages parce que, précisément, ça n'est pas fondamental, dans la mesure où je me suis relevé. Et malheureusement, contrairement à ce que je croyais, contrairement à ce que probablement on m'avait inoculé comme certitude, un événement comme celui-là, qui était assez catastrophique, puisque j'étais quand même réduit j'étais dans un très mauvais état, cet événement-là ne m'a pas exactement donné toute la sagesse que j'aurais pu espérer. Je crois qu'il y a quelque chose qui procède de la pensée relativement ordinaire, enfin de l'idée reçue plutôt, visant à dire que les grands malheurs font de vous un sage, et qu'il suffit de se jeter par la fenêtre pour tout d'un coup devenir le Bouddha. Bien, et là c'est pas tout à fait vrai en fait. Malheureusement, on ne se refait pas, même en prenant un bon coup sur la tête. Alors je l'ai cru pendant un moment, mais c'est parce que je subissais ce déterminisme biologique. Il est évident que quand vous êtes cloué pendant de longs mois dans un corset, vous avez l'impression d'être devenu soudain un être très calme. Malheureusement, ce que vous prenez pour une forme de progression dans les enseignements, ce que vous croyez être
un exercice spirituel, une échelle, n'est en fait que la conséquence d'un déterminisme organique, biologique et médical. Alors voilà, du coup, c'est le correctif que j'apporte à votre question et à votre sentiment. Ça n'était pas, pour moi, ça n'a pas été un événement fondamental. Ça l'a été d'un point de vue physique, puisque j'ai dû évidemment réorienter ma vie. Enfin, tout ça est très banal, mais quand on se casse, quand on boite, ben, on marche moins vite. Quand on est cassé de partout, ben, on ralentit un peu son rythme. Mais tout ce que j'ai réussi à recomposer dans le solfège de ma vie quand j'ai été rétabli, c'est justement une tentative de reconquête de ce que je vivais auparavant, c'est-à-dire une vie rapide avec une soif de multiplier les expériences. Tout ça d'ailleurs est assez pathétique parce qu'on aurait pu penser que j'aurais tiré davantage de profondeur d'une chute. Mais voilà, le malheur n'est jamais bon finalement à quoi que ce soit. Et j'ajoute que, puisque vous parliez du cœur du monde et de mon propre cœur, que le journal intime, bien entendu, on peut le mener de cette manière-là, c'est-à-dire en croisant le regard que l'on porte sur le monde en permanence, et puis de temps en temps en parlant des événements qui traversent plus ou moins tragiquement votre propre vie. Alors moi, il s'est trouvé que ces 3 ans ont fait coexister des phénomènes qui étaient assez tragiques pour moi, et puis en même temps tragiques pour la société dans laquelle je vivais. Vous m'avez posé cette question tout à l'heure en aparté, je me permets peut-être d'y revenir parce qu'elle me semble fondamentale, même si, pardon, parce que vous allez avoir l'impression que je radote. Non, moi, j'ai rien écouté tout à l'heure. Oui, c'est bon, voilà. Moi, je m'entends beaucoup d'amnésie, parce que comme je répète toujours tout, au moins j'ai l'impression qu'il y a des choses nouvelles. Vous pouvez y aller, en confiance. Il se trouve que il s'est passé ce qui s'est passé depuis 2014, c'est ce que nous connaissons, c'est-à-dire l'invitation de l'histoire et de la guerre dans notre Europe qui croyait l'avoir oublié, comme disent les savants, comme on dit doctement. Enfin, en gros, nous pensions que c'était la fête, et puis tout d'un coup, la fête est finie. L'histoire revient. On s'est aperçu que, comment s'appelait-il, Fukushima ou Fukuyama. Oui, je confonds toujours. Sa pensée d'ailleurs était aussi trouble qu'un bassin de décantation japonais de l'usine de Fukushima, mais il s'appelait Fukuyama. Quand il a dit il y a 30 ans que tout était la fin de l'histoire sous prétexte que les banquiers avaient pris le pouvoir, il se serait visiblement trompé. Et tout à coup, l'histoire se réinvite avec ses gros sabots comme un éléphant, comme l'éléphant du réel dans le magasin de porcelaine de notre certitude que nous avions réussi à nous créer une sorte de monde débarrassé de toutes les tensions. Et puis voilà qu'en 2014, en France, l'histoire s'invite à nouveau. Mais moi, ça ne m'a pas du tout paru l'événement le plus saillant de ces 3 années que nous avons vécu, pour une très bonne raison. C'est que de quoi s'agit-il, ce que nous vivons, que nous appelons, je ne sais pas moi, le terrorisme, le djihadisme, l'extrémisme. On trouvera toujours des tas de choses, pour ne pas nommer d'ailleurs les choses. Alors on trouvera toujours des tas d'expressions. Par toutes ces expressions que je viens d'énumérer, vous vous êtes bien rendu compte que nous n'avons pas nommé la seule qui soit véritablement conforme à ce qui est en train de se passer, et qui est une forme de choc, de guerre, de civilisation, mais qui est une dialectique et une tension tellement banale, tellement immémorielle, qui remonte à bien avant l'Iliade d'ailleurs, enfin qui est finalement le vrai comportement des hommes. L'homme est fait pour ça, pour se taper dessus. C'est tout à fait triste, c'est-à-dire... Depuis Caïn et Abel, on sait que ça existe. Oui, voilà, oui, depuis Caïn et Abel, si vous voulez, peut-être avant même. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que ça n'est pas ça l'événement majeur et l'événement saillant. Ce qui s'est passé depuis le mois de janvier 2014 en France n'est finalement que la continuation avec un degré un peu supérieur, ou bien avec une autre manifestation de la très vieille empoignade à laquelle se livrent les hommes depuis des millions d'années. Non, ce qui, moi, m'a frappé pendant ces 3 années-là, c'est la disparition qui a été formulée, enfin, qui a été expliquée, qui a été... enfin, comment appelle-t-on ça, enfin, qui a été calculé par le WWF et la Zoological Foundation de Londres, la disparition de 50% d'espèces de vertébrés aérobies, hein, c'est-à-dire pas les vertébrés marins ou subaquatiques ou amphibies, depuis l'après-guerre.
en 50 ans, mettons, en 2 générations. Voilà un chiffre qui me semble, moi, tout à fait catastrophique et bien pire que celui des convulsions, des soubresauts que peuvent connaître ici et là les différentes mouvances ennemies et terroristes. Alors ce chiffre, vous pouvez le retrouver en regardant ce tableau, enfin, ces documents, et c'est très, très saisissant, c'est très impressionnant. Tout ça se passe dans une indifférence, alors qu'il y a là un effet de réversibilité et d'irréversibilité totale. Nous avons vu disparaître sur notre planète un certain nombre d'animaux. Voilà, il me semble que cette extinction-là devrait beaucoup plus nous effrayer que les manifestations différentes et toujours recommencées, qui ne cesseront jamais de cette très vieille histoire qui est la guerre entre les hommes. Voilà, et je finis en disant que tout ça me semble tout à fait étonnant, parce que nous autres, les hommes, nous ne sommes pas menacés. Nous continuons à nous accroître, nous continuons à nous développer. Nous sommes 7 milliards, nous allons arriver à 8 milliards dans quelques années, et nous en avons l'air très contents, nous répondons avec énormément de satisfaction. Et tout va très bien pour nous en tant qu'espèce, nous ne sommes pas du tout menacés. Au contraire, nous gagnons, comme on dit que l'ombre gagne, alors que le reste du monde vivant recule. Voilà qui, moi, me traverse et me transperce, davantage qu'une bombinette bricolée par un semi-gâteau. Alors, Sylvain Tesson, merci pour cette réponse. Il y a quand même des inquiétudes qui vous traversent dans le livre. Je pense notamment au portrait que vous faites à un moment donné de la prévision de Sylvain Tesson du monde en 2050, où finalement le monde d'Orwell à côté est une sorte de paradis terrestre par rapport à ce que vous imaginez vers quoi nous allons. Donc il y a quand même tout un rapport à la liberté, à l'individu, à la culture, un rapport à un certain nombre d'injonctions qui sont reçues de manière assez grégaire par les gens. Et ça, vous en parlez beaucoup dans ce journal. C'est quelque chose qui vous touche beaucoup et sur lequel vous revenez à multiples reprises. Donc ça, c'est quand même une inquiétude. Oui, c'est pas que les vertébrés, parce que là, vous nous provoquez un petit peu, mais là, c'est aussi le devenir de l'homme qui vous inquiète. Oui, non, mais vous n'avez pas tort. Moi, j'aime beaucoup le mot très drôle de Elsa Triolet, le meilleur moyen d'être prophétique et de se montrer pessimiste. Et vous avez raison de citer Orwell. Je suis persuadé que dans 50 ans, on se passera sous le manteau, parce que les livres seront interdits, alors on se passera sous le manteau 1984 de George Orwell, puis on lira en se disant, ah, tout de même, c'était de bon temps à l'époque. Parce que je suis persuadé que quand on fait des prospectives sur l'avenir, on se trompe toujours pour une très simple raison, c'est que ça sera pire. Ça sera toujours pire que tout ce qu'on peut imaginer. Oui, je le crois, parce que, pour la raison d'ailleurs que je vous dis, que je vous ai évoqué à l'instant, à savoir qu'on ne peut émettre aucune prévision, on ne peut se livrer à aucune sorte de prospective, on ne peut faire aucune futuride dans un monde peuplé de 8 milliards d'êtres humains. 10 milliards d'ailleurs selon les prospectives hautes, selon les hautes projections de l'Organisation mondiale de la santé. C'est impossible, nous ne savons pas, puisque c'est une écriture, c'est une réécriture totalement inédite du rapport de l'humanité à son monde. Donc nous ne pouvons pas savoir. Alors oui, effectivement, je me suis amusé à faire une imagination, une projection, une utopie du monde en 2050, où je vois finalement, je ne fais qu'une chose assez simple, qui est l'accroissement, la résonance augmentée proportionnellement de toutes les manifestations que nous connaissons dans notre présent, les rapports entre les hommes, les rapports que les hommes entretiennent avec le temps, le rapport que les hommes entretiennent avec les machines, le rapport que les hommes entretiennent avec l'espace, puis je les projette dans un avenir assez proche, en 2050, et j'y injecte une dose, je joue au petit laboratoire, j'y injecte une petite dose de pessimisme, et je vois ce que ça donne, je crée des petits monstres. Et effectivement, la vision du monde, puissais-je me tromper, mais malheureusement, je crois que oui, je me tromperais parce que je n'ai pas été assez loin dans le pessimisme. Voilà, mais je corrige tout ce que je dis là, parce que vous avez raison de dire que je vous provoque un peu. Le pessimisme, c'est une posture, c'est une caféine, le pessimisme.
c'est une cocaïne même peut-être, c'est quelque chose qui permet de s'énerver un petit peu, de se tendre. Heureusement que le pessimisme existe comme une sorte de substance que l'on s'auto-administre pour rester dans une forme de tension et de lucidité face au monde. On ne s'endort pas quand on est pessimiste. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup recours à cette position, je vais lui dire cette posture, mais oui, ça ressemble à une posture, parce qu'il n'y a jamais rien de très objectif, ni rien de très honnête dans la posture systématiquement pessimiste. En tout cas, il y a quelque chose de vitalisant. C'est du poil à gratter qui vous permet de ne pas trop vite vous percer d'illusions. Alors, je vais vous passer la parole, hein. Je vous avais promis, donc je vais le faire, mais je vais vous poser une dernière question, quant à moi, Sylvain Tesson. Entre ce pessimisme dont vous parlez, dont on voit qu'il est une sorte de moteur, et sans doute un moteur aussi pour écrire, peut-être aussi pour exister, je ne sais pas, quel est le lien entre ce pessimisme et votre écriture? Et notamment, je pense au recours à l'aphorisme, qui n'est pas l'unique forme littéraire à laquelle vous empruntez dans le livre. Enfin, il y a beaucoup d'aphorismes où il y a des phrases assez courtes avec des formules assez saillantes. Voilà, il y a des angles très, très acérés. Bon, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une cohérence assez forte quand même entre ce que vous nous dites là sur le fond et puis ce style, ce recours à ces formules littéraires. Parce que ça va vraiment de pair. Je ne sais pas. Là, vous posez une question à laquelle je suis incapable de répondre. Y a-t-il un rapport proportionnel entre la longueur d'une expression, la longueur d'un texte, le volume des mots, et le caractère plus ou moins mélancolique d'un propos? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des contre-exemples, et je crois qu'il y a des illustrations de ce que vous dites. On pourrait se demander pourquoi Schopenhauer, en écrivant Le Monde comme volonté de représentation, a tellement versé, a tellement mélancolisé alors que son livre fait 2000 pages, et pourquoi Aimez-vous les uns les autres semble de manière si courte le seul aphorisme véritablement optimiste, je ne sais pas, mais en tout cas tendre que l'on peut, auquel on peut recourir. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un rapport proportionnel. Ce que je sais, c'est qu'il y a un grand nombre, alors là vous avez raison, il y a un grand nombre d'écrivains, d'auteurs tout à fait écroulés intérieurement qui ont eu recours à la forme très courte. J'en veux pour preuve Aldous Huxley, qui au retour de son voyage en bateau autour du monde, et à qui on demandait ce qu'il avait pensé et ce qu'il avait retiré de ce voyage, a prononcé ce mot terrible en manière de récit de voyage, il est arrivé à cette conclusion glaçante: la Terre doit être l'enfer d'une autre planète. Ça n'engage pas beaucoup à recommencer à voyager. Ça montre de quelles ténèbres devait être recouverte son âme et son cœur et son esprit, mais je ne crois pas que ça fonde une loi entre la noirceur d'un propos et son caractère lapidaire. Merci Sylvain Tesson. À vous maintenant de continuer cet entretien. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a toujours un moment de blanc, puis après il y a un courageux ou une courageuse qui se lance. Ah, ben voilà. Vous êtes la courageuse du jour. Oui, déjà, c'est difficile de parler après vous. Je pense que ça intimide tout le monde. Et moi, c'est pas une question que j'ai à vous poser. C'est juste une constatation de pas mal de gens qui vous lisent. Vous parlez de pessimisme. Vous avez l'air d'être habité par cela et de vous en nourrir pour votre dynamisme. Mais sachez qu'en vous lisant, vous donnez de l'optimisme. Donc je ne sais pas quelle est l'alchimie, mais vous donnez de la force. Et même certaines personnes, en lisant certains de vos livres, ont eu des déclics pour oser leur vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc surtout continuez à rester pessimiste.
Merci madame. Merci madame, oui, merci beaucoup. Ah, le problème, c'est que vous avez été tellement bonne qu'après les gens vont dire après cette dame, on ne peut plus parler. C'est terrible. Sur le courage et la peur, des choses comme ça, vous diriez quoi? Donc sur le courage et la peur, Sylvain Tesson, vous diriez quoi? Vous avez 5 minutes. C'était le bac de philo ce matin, hein, rappelez-vous. C'est vrai? Ah ben je crois, je crois. Hein. Quel était l'intitulé? J'ai pas d'enfant qui a passé le bac cette année, donc j'ai été à l'abri de ce genre de soucis. Non, mais écoutez, je suis à la fois intéressé par ces sujets-là, et en même temps très gêné que vous imaginiez que ce soit à moi qu'il fallait les poser, pour une raison très simple, c'est que je ne suis pas du tout légitime pour répondre à ce genre de questions. D'abord parce que je n'ai jamais manifesté un courage qui justifierait que je réponde à une pareille question, et puis deuxièmement parce que je ne suis pas un philosophe. La seule chose dont je me souviens, c'est une histoire, ce sont deux anecdotes qui me semblent très belles. L'une qui est russe. Les Russes racontent je ne sais pas si c'est une blague, c'est une anecdote. On dit anecdote en général en russe, d'ailleurs, quand on parle de plaisanterie. Mais ce n'est pas une plaisanterie, c'est une fable. Quand le bûcheron rentre dans la forêt avec sa cognée, les arbres disent « le manche des nôtres ». Je trouve ça superbe, parce que c'est l'idée que tout est perdu. On en revient à la question du pessimisme, d'ailleurs, tout est perdu. Mais c'est pas parce que tout est perdu, c'est pas parce que le bûcheron va nous abattre qu'on ne va pas se permettre de faire un bon mot. J'aime beaucoup cette idée-là. La prochaine fois que je passe par la fenêtre, j'essaierai que ce soit suffisamment haut pour que j'ai le temps de faire un bon mot avant d'arriver au sol. Il y a cette posture-là. Alors, est-ce du courage? Est-ce une forme de conjuration de la peur? Je ne sais pas, mais ça me plaît. On revient, encore une fois, à cette histoire, cette question sur le courage et la peur nous ramène finalement à la question du pessimisme. C'est une grande banalité ce que je vais dire, parce que ça avait été formulé magnifiquement par Gramsci quand il était en prison en Italie. Vous connaissez tous l'équation visant à corriger le pessimisme de l'esprit par l'optimisme de l'action. On a reformulé cette dialectique 1000 fois, mais c'est superbe. Et c'est exactement ce que font les arbres quand ils disent courage, le manche est des nôtres. Ils sont tout à fait écroulés parce qu'ils savent qu'ils vont être abattus, mais en même temps ça ne les empêche pas de dire une chose, de bravache. Voilà, j'aime bien moi parfois les caractères bravaches, parce que ce que l'on prend pour de la posture, auquel on ajoute souvent le préfixe, pour penser que c'est une imposture, mais je crois qu'au contraire, ce sont des comportements théâtraux, visant à opposer à l'inéluctabilité du pire la défense d'une posture. Voilà. Et puis c'est la deuxième fable que m'inspire cette question, enfin qui n'en était pas une d'ailleurs, mais c'est l'idée de se livrer à une méditation. Le mot est un peu fort pour ce que je suis en train de faire, enfin il me parle un bien faible commentaire de cette question du courage et de la peur. C'est une fable qui personnifie le courage, lequel se promène dans la forêt et voit une maison, frappe à la porte de la maison et il dit « Y a-t-il quelqu'un dans la maison ?» Et il entend « Oui, il y a la peur dans la maison. » Et le courage rentre et il n'y a personne. C'est une fable que l'on raconte aux enfants, mais qui me semble assez belle parce qu'elle dit tout. Merci. À vous. Je lis page. Vous voulez prendre le micro pour que nous vous entendions? Je vais parler fort. Ouais. Pour revenir au pessimisme, je suis désolé, c'est à propos donc, du monde rural et puis du monde des lettres. Vous dites à propos du monde des lettres, le texte imprimé n'influe plus aujourd'hui sur quoi que ce soit. Vous aurez beau décrire l'horreur avec des mots, cela ne suffira pas tant qu'une photo n'aura pas confirmé ce que vous avancez. Un texte, un discours, une lettre, un bon mot ne pèseront plus jamais rien dans la marche du monde. Oui, je crois profondément. Non seulement je crois à cela, mais je le constate. Quand je dis que le bon mot, le verbe ou la parole n'influera plus dans la marche du monde, je veux dire par là que les grandes décisions politiques qui sont encore prises par les dirigeants de ce monde
ou bien les grandes mutations politiques ou sociologiques que nous connaissons et qui sont parfois influencées par des mouvements qui ne viennent pas de la tête, de la structure de commandement, mais qui viennent de la société, ne sont plus inspirés par le verbe. Je crois profondément à ça. C'est-à-dire que, grosso modo, je suis en train en ce moment de lire de manière assez attentive l'Iliade. Et dans le poème d'Homère sur la guerre, il y a une chose qui revient en permanence, c'est la harangue de la troupe grecque troyenne, qui à chaque fois qu'elle est au fond du trou, qui est complètement traversée par le découragement, réussit à se relever, non pas parce qu'on a augmenté la prime de risque, mais parce qu'un soldat ou un dieu ou un héros ou un simple officier ordinaire est monté sur la barricade et a fait un discours. Et il y a un moment où Homère dit les mots influaient leur ardeur. Ce vers revient très souvent. C'est-à-dire que tout à coup, il y a un effet de persuasion, mieux de stimulation de la parole et du verbe. Moi, je crois que nous ne sommes plus dans ces temps. Ils reviendront peut-être. Mais si vous réfléchissez aux grandes mutations politiques qui ont marqué les dernières années ou historiques dans le monde, elles ont été souvent, enfin la plupart du temps, déclenchées par des images. Souvenez-vous d'ailleurs de l'image, comment s'appelait ce photographe américain Nick Hutt, qui avait pris la petite fille vietnamienne sur ce village en 1900, qui venait d'être bombardée au napalm, elle a été brûlée, on l'a retrouvée, car cet enfant n'est pas morte, elle a pu refaire sa vie, elle a été soignée, elle a été greffée, et elle courait sur la rue, l'image était tellement abominable que l'opinion américaine tout entière s'est retournée, et on dit beaucoup que cette photo a été l'une des premières à enclencher le processus de retrait de l'armée américaine et de fin de la guerre du Vietnam. De la même manière, le petit Iliane séchant sur les côtes de l'île de Méditerranée il y a quelques années, c'est cette image qui a précipité la prise de décision, qui probablement aurait été prise plus tard, quelques semaines après, quelques mois plus tard, mais elle aurait été prise non pas à cause d'un texte ou d'une décision mûrement réfléchie, mais à cause d'une image. Mais moi je ne fais que le dire, je ne dis pas que c'est dommageable, simplement l'expression aujourd'hui qui meut du verbe, non pas du verbe meugler, mais du verbe mouvoir, l'expression qui meut les masses n'est plus une expression orale, n'est plus une expression du verbe, n'est plus une expression écrite, n'est plus un appel du 18 juin, mais une photo. Si le général de Gaulle aujourd'hui voulait lever la troupe, il enverrait sur Twitter une photo de, je ne sais pas quoi, de la poche de Dunkerque. Voilà, mais il n'enverrait plus son appel, il ne dirait plus que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre. Oui, ce qui m'a touchée par rapport à l'histoire de la petite fille, il me semble que le journaliste par contre est mort. Ah oui, d'accord. Enfin, je sais pas, j'avais entendu ça et ça m'avait touchée parce que je me suis dit, celle qu'on croyait devoir mourir ou qu'on imagine morte, elle vit et celui qui l'a photographiée, c'est pour ça, moi je crois pas tellement à la photo et alors vous m'avez étonné, je comprends très bien, vous avez dit, j'écris pour que ça devienne clair, ce qui est en moi, pour que ma pensée devienne visible. Vous qui marchez beaucoup, vous qui marchez beaucoup, c'est en marchant et en étant en mouvement que la pensée est digérée, quoi, je crois. Et par rapport à ça, j'ai envie de citer Einstein qui marchait beaucoup et qui allait avec un copain régulièrement, et que c'est comme ça que sa pensée. Donc vous pouvez aussi bénéficier de ça. Oui, vous avez raison, je partage une chose avec Einstein, c'est d'aimer marcher. C'est la bonne nouvelle de la soirée, vous n'êtes pas venu. Mais malheureusement, c'est la seule chose que je partage avec lui, et j'aimerais partager autre chose, mais hélas, non, je suis capable moi aussi de mettre un pied devant l'autre. Voilà, mais vous avez raison, madame, il y a probablement un principe de thermodynamique. De la même manière qu'une machine produit de la chaleur par le mouvement, premier principe de la thermodynamique, de la même manière, il semblerait qu'on pense mieux en mouvement qu'assis.
C'était ce que Nietzsche reprochait dans les considérations inactuelles à Flaubert en le traitant de nihiliste. Va, tu restes assis dans ton fauteuil alors que moi je marche. Que vous dire, pour l'instant, il a été prouvé que le fait de se mettre en marche permet parfois d'arriver à quelques résultats. Merci à vous. En vous écoutant, je me demande si vous êtes un vrai pessimiste ou un vrai fataliste au sens russe. Et franchement, petit à petit dans vos discours, je pencherai pour le deuxième. Vous êtes plus fataliste, en tout cas je crois, dans votre discours, que réellement pessimiste. Au sens russe, hein, au sens Inch'Allah, quoi. Hein. Oui, non, mais on comprend très bien ce que vous voulez dire en faisant la distinction du fatalisme et du pessimisme. D'ailleurs, vous avez raison de la faire, c'est une distinction qui porte sur l'inscription des deux positions dans la durée, dans le temps. Le pessimiste est celui qui projette dans l'avenir son manque de confiance dans le monde, son scepticisme, alors que le fataliste est celui qui accepte de manière assez mélancolique d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Le pessimiste, lui, va plus loin que le fataliste. Le fataliste se contente simplement d'accepter. Et oui, vous parlez des Russes, parce que les Russes, effectivement, probablement une assez bonne disposition à l'acceptation. Cette capacité de se dire que de toute façon, les choses ne s'arrangeront pas, donc à quoi bon espérer quoi que ce soit, et mieux vaut au contraire essayer d'opposer à ce qui advient une forme d'acceptation. Ça porte un nom en Russie, un nom assez argotique, ça s'appelle le poufiguisme. Nefigou, je m'en fous, c'est ça qu'on dit en russe. Le mot fait référence à la figue, d'ailleurs. Enfin, si on traduisait non pas littéralement, ça voudrait dire tout ceci ne vaut même pas une figue. Et à ce moment-là, on pourrait traduire cela par l'aquabonisme, quoi. Voilà, mais ce fatalisme, encore une fois, comme je disais tout à l'heure en évoquant l'équation de Gramsci, ce fatalisme peut être un fatalisme joyeux. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est la chambre d'enregistrement de l'échec général qu'on doit se priver absolument d'une vie le mort aux dents. Une dernière question, il y a la place pour une dernière question si vous voulez. À vous, et voilà. Est-ce que vous avez pour projet de repartir à l'aventure? Est-ce que vous avez un défi, une aventure en tête qui nous donnera un livre? Alors je suis reparti depuis cette chute dont je parlais tout à l'heure. J'ai refait un certain nombre de voyages, dont l'un qui ressemblait un peu à mes voyages d'autrefois. Je suis reparti avec des motocyclettes, faire le tour d'un lac gelé au nord de la Mongolie. Voilà, ça m'a beaucoup amusé, c'était pas très long, je suis parti pendant 2 semaines. Et j'ai renoué ce jour-là, c'était il y a 2 mois, à la fin du mois de mars, au nord de la Mongolie, dans le pays de Satan, à la frontière entre la Mongolie et la Russie. Et je me suis beaucoup amusé parce que c'était des motocyclettes, c'était un attelage russo-gangétique. Le panier était un panier des motocyclettes sidecar, dit-on, un panier adjacent. Le panier était soviétique et la motocyclette était indienne, donc elle marchait. Alors nous perdions évidemment en fiabilité ce qu'autrefois nous gagnions en imprévu et en charme de l'aventure. Mais de temps en temps, c'est agréable de savoir qu'une moto va marcher quand on lui demande. Il y a pas freiner d'ailleurs aussi quand on a besoin. Alors voilà, je recommence à renouer avec ce genre de voyage. Et pour répondre à la première question, oui, je repars faire un voyage, enfin un embarquement plus exactement, à bord d'un bateau de la marine française, pardon, pas encore russe, française pour l'instant. J'embarque à bord d'un bateau qui assure la mission de relève des îles éparses, qui sont des possessions françaises autour de Madagascar, lesquelles sont gardées par des soldats français des régiments des RPIMA ou de la Légion. Et j'irai de Tromelin à Europa, enfin le bateau fait la relève, et moi je vais passer 5 semaines à bord à regarder hisser les couleurs devant le néant du canal du Mozambique. On va avoir un livre? Non, pour les livres, oui, je suis reparti, j'ai oublié de vous le dire, l'année dernière,
j'ai fait un voyage qui m'a donné lieu à un livre. Je suis parti au Tadjikistan, dans le Pamir, pour monter sur des sommets, enfin pas très haut, mais à 5800 mètres d'altitude, ce qui évidemment paraît haut ici, parce que c'est 1000 mètres au-dessus du Mont Blanc, mais c'est toujours une sorte de proportion. Quand vous êtes dans le Pamir et que vous êtes à 6000 mètres, il y a encore près de 1500 mètres de rochers au-dessus de vos têtes. Donc relativement, on n'est pas très haut là-bas quand on est à 5800 mètres ou à 6000. Et là, je grimpais sur des sommets, sur les plateaux, de ce grand plateau d'altitude qui s'appelle le Gorno-Badarchan dans le Pamir du Tadjikistan, à la frontière afghane. Parce que je m'intéressais à tous les pics qui portent des noms soviétiques, qui ont été donnés par les politiciens de l'Union soviétique après la Révolution, et qui ont donné lieu à une cartographie assez maniaque. C'est-à-dire que les officiers du Politburo qui étaient chargés de la cartographie de ces endroits ont appelé les pics et les massifs, pics de l'Académie des sciences, pics des topographes de l'Armée rouge, pics des cosmonautes, pics des 20 ans de la Révolution d'octobre, pics des miliciens soviétiques, pics des communards de la commune française. C'est-à-dire que l'imagination était telle, la foi dans le projet, dans l'idéologie était tellement extravagante qu'ils allaient jusqu'à donner les noms de l'éphémère, qui s'appelle l'histoire, à l'éternité qui était ces rochers. Et j'ai trouvé ça assez incroyable, et aujourd'hui tous ces noms-là disparaissent, ils sont remplacés, puisque le Tadjikistan est devenu indépendant, donc c'est une bonne guerre, ils sont remplacés par des noms qui appartiennent au patrimoine coranique, bien entendu, ou bien de la mythologie de l'Asie centrale, et notamment perse, puisque les Tadjiks sont des persophones. Toute cette toponymie est en train de changer, et moi je m'intéresse à la toponymie. Je m'intéresse à la géographie, parce que la géographie sert à faire la guerre, et je m'intéresse à la toponymie, l'art de nommer les lieux, parce que la toponymie, c'est une fois qu'on a gagné la guerre, il faut asseoir son pouvoir en donnant des noms aux formes du relief. Et c'est à ça que je vais consacrer mon prochain livre. Merci Sylvain Tesson. Eh bien écoutez, voilà, bonne écriture pour le prochain livre. Merci d'être venu, vous allez signer maintenant.